Merci, chers internautes, de nous retrouver pour ce nouveau numéro du grand débat de Financial Afrique qui s'intéresse aujourd'hui aux banques européennes qui quittent le continent à travers plusieurs sessions. Alors, nous aurons sur ce plateau M. Adam Awad, bonjour, directeur de publication de Financial Afrique. Nous avons aussi M. Ratimandressi Rivolala, CEO de la rencontre des entrepreneurs. Bonjour Madjigan, bonjour Adama. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a changé pour que ces banques partent? Oui, vous savez, un changement d'époque, parce que ces banques étaient là depuis l'ère coloniale. Vous prenez par exemple la britannique Barclays, elle est là depuis plus d'un siècle. Donc aujourd'hui, la Société Générale aussi d'ailleurs. Il y a de nouvelles configurations, la Société Générale aussi, le Crédit Lyonnais, la Banque Agricole. Donc toutes ces banques aujourd'hui, elles partent parce que l'environnement économique africain a changé, la régulation aussi et les normes bancaires aussi ont beaucoup évolué. Il y a de nouveaux enjeux qui se présentent et parmi ces enjeux, certainement, le fait de se désengager de l'Afrique en fait partie. Et il faut dire que ces banques ne sont pas seulement françaises parce qu'il y a Standard Chartered Bank, la britannique, et Barclays aussi qui ont signé beaucoup de cessions. Quelle est votre lecture? Alors déjà, bonjour donc, à nos téléspectateurs. Ça fait un moment finalement on ne s'était pas vu autour d'un plateau. Alors, je pense que ma lecture, je commencerai par peut-être une lecture géopolitique, c'est-à-dire que c'est la tendance du moment. Voilà, l'Afrique veut se libérer. Politiquement, peut-être nous autres, sous l'influence CFA ou zone française, avec les bases militaires. Et voilà, donc là on arrive au dernier, j'allais dire en fait à la dernière strate, du moins de cette libération. C'est finalement donc la partie économique. Vous me direz, mais pourquoi résumer les banques à la partie économique? Parce que c'est quand même les banques. C'est-à-dire qu'une économie sans une banque qui finance n'est pas une économie solide. Donc, j'annonce, je veux dire que pour moi, ma première lecture de départ, d'abord, c'est celle-là. C'est-à-dire que l'Afrique change, il y a beaucoup de mutations, les mentalités évoluent. Essentiellement, c'était des banques qui accompagnaient des grandes multinationales. On a échangé avec Adama hors antenne tout à l'heure, qui bénéficiaient beaucoup de monopoles à l'époque. Aujourd'hui, les monopoles sont challengés, les monopoles sont contestés par des acteurs locaux et c'est tant mieux. Voilà. Après, peut-être on ira un peu plus en détail, peut-être il y a d'autres raisons, mais j'analyse d'abord ça sur le point géopolitique. Donc je ne dis pas que c'est bien ou pas bien pour le moment, je dis juste en fait c'est qu'il y a une tendance qui fait que ces banques étrangères quittent le continent. Mais la question se pose parce qu'il n'y a pas si longtemps, ces banques européennes présentaient l'Afrique vraiment comme un marché de croissance. Un Eldorado. Un Eldorado. Donc, où se situe ce changement pour que ces banques décident de partir? Ouais. Alors, moi, je reviendrai juste à la rationalité économique en disant que, écoutez, si l'Afrique est rentable pour ces banques, alors elles vont y rester. Maintenant, questionnons cette rentabilité. Ces 20 dernières années, nous avons assisté à une croissance phénoménale de ce qu'on appellerait les champions africains. Dangote, qui vient de produire sa grande raffinerie chez lui au Nigeria, les Tony Elumelu et autres grands banquiers, qui est le patron de UBA. Dans notre zone CFA, on peut citer par exemple de grands noms qui ont réussi aussi, qui ont créé de grands groupes bancaires. Donc l'environnement a changé. D'un côté, l'environnement économique, puisque les grands groupes qui avaient ces monopoles dans la logistique, dans le transport, dans l'agroalimentaire, les grands conglomérats britanniques et français n'existent plus quasiment. Les expatriés et classes moyennes européennes qui vivaient en Afrique ont beaucoup changé. Il y a peut-être de nouveaux arrivants, mais les anciens, les familles ici des colons, ou les descendants des colons, les expatriés, tous ces gens qui étaient les seuls à bénéficier des services bancaires avant l'indépendance. Les indigènes n'avaient pas droit au crédit. Donc tout ça a changé. Et là, j'aimerais juste dire, comme Hussein Sow qui nous a accordé un entretien, Hussein Sow, c'est le patron de SF Capital, il a dit en réalité ces banques quittent l'Afrique sans vraiment la quitter. Elles quittent l'Afrique d'en bas, c'est-à-dire la banque de détail, là où il y a les problèmes, là où il y a les non-performing loans, les créances en souffrance, là où il y a beaucoup de risques, beaucoup de fonds propres à mobiliser. Donc elles nous abandonnent ça. La preuve, c'est par exemple sur la Côte d'Ivoire, Standard Chartered Bank.
a cédé sa branche retail à Coris Bank. Et elle se concentre maintenant là où il y a le beurre. Mais le beurre invisible pour nous autres, c'est le corporate banking, le wholesale banking. Donc tout ce qui est la banque des transactions internationales, les grosses transactions, le correspondant banking, en fait, elle quitte l'Afrique sans vraiment la quitter. Rivo? Je partage effectivement l'analyse et je rajouterais, j'abonde dans le sens d'Adama, c'est que ce que ces banques-là ne disent pas en fait, c'est que là où elles se situent généralement, en Europe, du moins dans leur marché en Europe ou du moins aux États-Unis, elles rencontrent des difficultés financières par rapport à leur exposition sur le marché, essentiellement du marché des dérivés. Donc, avec les normes prudentielles édictées par BAL 3, maintenant BAL 4, ces banques-là, en gros, sont obligées de faire ce qu'il faut. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vendent leurs bijoux de famille. Donc, parce que les cessions de la Société Générale au Sénégal, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, etc. et tout, ce ne sont pas des petites sommes en fait. C'est quand même des sommes, je ne dis pas non plus c'est des sommes extraordinaires, mais c'est quand même des centaines de milliers, des centaines de millions de dollars. D'accord? Et pareil aussi pour du moins pour les autres institutions bancaires anglo-saxonnes. Donc, pour moi, c'est d'abord lié et surtout au ratio prudentiel. Voilà, à leur ratio prudentiel en fait à l'étranger, du moins là où ils sont, et du coup ils montent tout un storytelling en disant finalement non on quitte l'Afrique. Et je partage parfaitement l'analyse qu'Adama en fait a faite sur le fait que ils ne quittent pas l'Afrique, ils nous laissent effectivement la partie de la banque la moins rentable, du moins la plus problématique. En fait, la plus problématique, mais aussi la plus essentielle pour le développement économique. La bancarisation, voilà, tu as lu, aller en profondeur. Sortir du carré de Dakar, par exemple, ou d'Abidjan, ou sortir de Bonadjo, quand on est à Douala, voilà, pour aller carrément dans les périphéries urbaines, voilà, aller dans le monde rural. D'ailleurs, c'est ce que ces banques n'ont jamais fait. Effectivement. Si vous voyez, par exemple, que ça soit BNP Paribas, Société Générale, c'était des banques très prudentes. On ne va pas les condamner aussi pour ça. Ils sont là pour la rentabilité de leurs actionnaires. C'est ça le rôle des banques. Il faut qu'on soit prudent, en fait. C'est-à-dire que, voilà, soyons prudents, observants. Parce que du coup, effectivement, ils se désengagent. On est content que ce soit les acteurs locaux. Par exemple, au Sénégal, la BC, c'est sous nos groupes. La Société Générale, je ne sais pas qui a repris, en fait, du moins pour la partie Sénégal. En gros, ce sont les acteurs locaux. Par exemple, là, au Rabank, là, ça va être... Donc, il y a toute une négociation avec la partie, du moins avec le groupe de... Avec Vista Bank. Exactement, avec Vista Bank. Bref. Mais soyons juste vigilants. Maintenant, pour voir qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'il ne faut pas non plus que la patate chaude puisse encore être transférée et surtout nous plante davantage en fait, de moins qu'il ne l'est actuellement. Et là, peut-être on va revenir tout à l'heure sur le financement des PME. On va en revenir après sur ces reprises-là, mais pour le moment, donc on pourrait se dire que c'est une erreur de penser que ces banques partent parce qu'ils ont échoué sur le continent. Effectivement. Ouais, échoué, moi je dirais que non, elles n'ont... Non, parce qu'elle a posé la question, c'est pour échouer, je dis non, en fait, c'est absolument pas. Pour moi, c'est juste une storytelling, c'est une ruse. Voilà. Une ruse pour mieux revenir, pour mieux se situer, pour mieux se repositionner. En réalité, c'est une nouvelle époque aussi. C'est une nouvelle époque. L'Afrique a changé. Vous prenez par exemple le Sénégal aujourd'hui, on assiste à l'émergence des champions nationaux ou de grands groupes nationaux. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Gabon, partout. Il y a une aspiration à créer des champions locaux. Et ces banques étaient construites dans des logiques verticales, c'est-à-dire travailler entre la métropole et la colonie. Il y avait vraiment un logiciel, finalement, c'est pas aussi facile de le changer. Or là, les logiques horizontales imposées par la ZLECA font que seules les banques qui sont dans ces aspirations d'échange, de monter des échanges africains, vont s'en sortir. Ces banques gagnaient de l'argent où? Elles gagnaient de l'argent en faisant l'import-export, les lettres de crédit, etc. et tout, et en même temps en faisant du correspondant banking, qui est une activité indexée sur le risque politique. Donc elles vont continuer à le faire parce que c'est là où elles gagnent de l'argent et sans être en contact direct avec l'Africain qui est risqué. Donc, elles vont laisser à nos banques. Dans la définition, l'Africain est risqué. Oui, mais alors, pas plus risqué que les autres. Et là, elle laisse ça aux banques africaines montantes, ce que j'appellerais les banques indigènes. Pourquoi banques indigènes? Rappelez-vous lors de la Covid. C'est fort comme mot, ça, banque indigène. Mais oui, parce que lors de la Covid-19, par exemple, ici, en zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un grand problème s'est posé. Comment financer nos États? Parce que vous vous rappelez, la Covid, tout s'est arrêté du jour au lendemain.
Donc, on a pensé à la souveraineté alimentaire, mais aussi bancaire, puisqu'à un certain moment, le régulateur, la BCEAO, a émis des Covid bonds, une innovation d'ailleurs. C'était des bons pour les États, pour financer les programmes d'urgence, vaccination, etc. et tout, les programmes liés justement à la pandémie. Et quand les Covid bonds ont été émis sur le marché, bien évidemment, les banques étrangères, occidentales ou non, n'ont pas pensé que c'était souhaitable pour elles de s'exposer à ces produits qu'ils appelaient en interne toxiques. Parce que c'est dangereux, vous voyez, il n'y a pas de logique derrière. Et il n'y a que les banques locales, et en l'occurrence, l'INDEL, je ne veux pas faire de publicité, qui est la première à souscrire massivement à cela. Ouais, dites-nous les noms, c'est-à-dire que voilà. On dit les noms, donc, c'est qui non, j'ai peur que Amadiguian me tape pour... Non, il faut que vous disiez les noms. En tout cas, je dirais qu'il y a une banque africaine qui a souscrit devant toutes les enseignes internationales qui sont là. Donc, ça pose le paradigme du rôle d'une banque locale par rapport à la banque étrangère. La banque étrangère, je dirais qu'elle est là pour le profit, et tant mieux d'ailleurs. Elle est là. La banque locale aussi, elle est là pour le profit. Mais il y a une grande différence entre les deux. Les décisions sont prises, la chaîne de commandement, elle est locale. Les décisions de crédit sont prises localement. Et la banque locale, elle est exposée localement au risque local. Elle a plus tendance quand même à suivre et à militer pour le développement économique local. Or, la banque étrangère, elle pense aux dividendes. Et c'est normal, on doit d'ailleurs la féliciter pour ça. On n'est pas contre les dividendes, sauf si Rivo me dit que oui, les dividendes c'est interdit. Elle négocie les rapatriements des dividendes. Et quand les dividendes ne remontent pas, elle invente quelque chose qu'elles savent bien faire, c'est les frais d'assistance technique qui font que la maison mère envoie des missions techniques et puis il y a des remontées de cash vers elle. Donc tout ça, c'est pourquoi pendant 60 ans, on peut dire que ces banques occidentales, elles ont fait de l'Occident. Elles ont fait ce qu'elles savaient bien faire, accompagner leur groupe, mais elles n'étaient pas des banques qui pouvaient répondre aux défis du développement du continent africain. Je souscris parfaitement et je rajoute d'ailleurs... Une fois, on est d'accord. Oui, bien sûr. C'est des choses essentielles, fondamentales, effectivement, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'abonde. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, là, je regardais en préparant l'émission, l'Observateur de qualité de services financiers du Sénégal a publié en 2023, par exemple, le taux de bancarisation net en fait au Sénégal est de 23%, que 23%. Et ils ont regardé le taux de financement par les banques locales des PME, il se monte juste à 600 milliards. Or que depuis 10 ans, la projection doit être en fait 3 fois plus, donc il doit être au moins à 1800 milliards en fait. Donc je souscris parfaitement ce qu'Adam a dit, c'est-à-dire que le départ pour que ceux qui reprennent les locaux puissent justement quand même impacter, intervenir, que dans le cas où en fait c'est la notion de patriotisme, c'est-à-dire que la notion où la patrie ou le continent est en danger, pour que ces gens-là... Pas la patrie ou la mort, pas le slogan. Oui. Puissent effectivement développer le fibre patriotique justement au nom de l'écosystème, en fait là où ils évoluent. Et justement pour parler de ces reprises, parce qu'on voit que les banques qui se positionnent pour reprendre ces activités sont surtout des groupes bancaires africains. On peut en citer Coris, on peut citer Attijari, on peut citer le Nigérian Access, la Nigériane plutôt Access Bank. Et déjà pour voir, est-ce que ces banques font le poids de ces reprises? Alors, et aussi, est-ce que c'est une aubaine pour ces banques? La Banque centrale, justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les activités bancaires peuvent être systémiques pour une économie. Donc, vous avez par exemple les banques en France, les banques systémiques, c'est-à-dire que c'est les banques, même s'ils font des bêtises, l'État est obligé finalement de comment on appelle ça, d'injecter l'argent, même de les renflouer. Du moins de les renflouer, même s'ils sont en faillite. La BNP, c'est-à-dire que la BNP Paribas, Société Générale, voilà, ça c'est par exemple... C'est le fameux bail-out de 2008, la crise financière. La Banque centrale a relevé, par exemple, en termes de prudence, le capital social obligatoire minimum pour toutes les banques à partir de cette année. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les banques ont 3 ans. Les banques ont 3 ans pour monter leur capital social aujourd'hui qui est à 10 milliards à 20 milliards de francs CFA. Donc c'est aux alentours de 30 millions d'euros. Et ils obligent donc tous les actionnaires
à remettre donc la main à la poche, donc soit l'augmentation de capital, soit par un apport, injection du moins de nouveaux cash à l'intérieur de la banque ou incorporation des réserves. C'est comme ça, en gros, qu'on fait des augmentations de capital. Et je trouve que c'est sain parce que on a beaucoup, par exemple, une économie, par exemple, là, j'ai regardé aussi en préparant l'émission, c'est quand je regardais le Maroc, paradoxalement, au Maroc, il n'y a que 10 banques. Le Sénégal, on a une trentaine de banques désormais. Côte d'Ivoire, on a une 25 de banques. Donc, en gros, même le Ghana, ils ont ce problème-là parce que vous avez plein de petites banques et du coup, ça peut entraîner en fait la chute d'une économie parce que si la banque fait faillite, pourquoi la banque fait faillite? Parce que soit les encours de crédit sont beaucoup plus importants par rapport à ses fonds propres. Les risques, comme Adama parlait tout à l'heure, en fait, des non-performance loans, en fait, en gros, les créances douteuses ou du moins des créances en souffrance, ça peut en fait entraîner en fait toute une économie. Donc, je trouve que c'est sain le fait que la Banque centrale a augmenté donc l'obligation du moins de capital social et donc du coup ça oblige dans les prochaines années, on va certainement voir des fusions-acquisitions au niveau de pas mal de banques et c'est tant mieux parce que c'est une des activités du service qu'il faut qu'on puisse développer dans nos pays parce que par exemple ça c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce secteur ailleurs, c'est super développé, mais chez nous, donc, dans les prochaines années, les banques vont fusionner et il va falloir organiser en fait les fusions des banques. Et je trouve que c'est sain pour avoir une économie beaucoup plus solide et surtout avoir des banques qui sont capables, une fois encore, tout ça derrière quoi? C'est pour financer, pour s'engager, pour mettre des risques en fait, pour financer les PME, pour financer du moins toutes les sociétés qui font notre économie. Ouais. Alors Adama, ces banques font le poids? Moi, c'est surtout par rapport aux repreneurs. Est-ce qu'ils ont la crédibilité? Est-ce qu'ils ont la capacité? Parce que c'est vrai, on applaudit, oui, il faut qu'il y ait des banques africaines. Mais moi, j'ai tendance à dire, je préfère que les Africains aient accès à la banque dans de bonnes conditions, à des taux très bas, très compétitifs, et que ces banques puissent financer l'économie. Donc, ça veut dire que les repreneurs doivent être solides, avec des dossiers vraiment qui ont été passés au crible. Là, on voit dans le cas de Aura Group, qui est quand même une banque présente dans 12 pays, en vente pratiquement depuis une année, puisqu'il y a eu un accord purchase agreement exclusif qui a été signé avec un repreneur. Et au bout d'une année, à notre grande surprise, on dit que la vente a échoué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la commission bancaire n'avait pas suffisamment fait due diligence? Est-ce que c'est les actionnaires? Mais on supposerait quand même que les actionnaires ne sont pas sadomaso. Ils ne vont pas quand même se livrer comme ça à un repreneur de leurs actions, parce que ces actionnaires, ils veulent quitter. En l'occurrence, pour le cas de Aura Group, vous avez Emerging Capital Partners, un fonds américain. Vous avez toutes les DFIs de la région, les Bio, les AFD, Proparco et autres qui veulent quitter carrément. Et ils n'arrivent pas à quitter, ils sont piégés dans le capital de Aura Group. Et pendant ce temps, puisque quand une banque est en vente, attention, ses actifs commencent à baisser, les spéculations, les hauts cadres qui quittent, les gens, les clients qui commencent à retirer leur argent. C'est normal, il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long de négociation. Or, Aura Group, ça c'est parti dans tous les sens. Est-ce à dire que le repreneur choisi n'a pas répondu aux attentes? Pour le moment, c'est un peu flou. Tout ce qu'on sait, c'est que l'accord vient d'être dénoncé. Ça veut dire qu'on est en train encore de revenir au processus de départ. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre-temps, Aura Group s'est effondré. Ils ont perdu quand même 20 milliards de francs CFA sur l'exercice 2023. Donc il y a des taux de provisionnement très élevés. Et cela vient aussi en soutien à cette augmentation de capital que vous venez d'évoquer. Ça veut dire que la banque doit vraiment recapitaliser. D'ailleurs, c'est une injonction de la commission bancaire. Mais est-ce que les actionnaires vont recapitaliser? Ou bien le Aura Group va revenir en fait chez l'employeur? C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'il y a 10 ans, 11 ans, ou un peu plus, les banques régionales de solidarité avaient été cédées aux francs symboliques à Emerging Capital Partners, financial à l'époque, qui est devenu par la suite Aura Group au terme de plusieurs rapprochements. Et aujourd'hui, est-ce que cette banque, elle va revenir à la commission bancaire aux francs symboliques? Alors, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le fait que les repreneurs doivent être finalement ça solide. Mais moi, justement, là, je pose la question.
C'est-à-dire que le rôle de nos États, le rôle de nos institutions... N'est pas banquier qui vaut, justement, attends, là tu m'as pas laissé finir. Ne sont-ils pas justement d'accompagner nos entrepreneurs? C'est une activité nouvelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, les futures fusions-acquisitions des banques, ça va être des activités nouvelles. Ça demande beaucoup de capitaux. Quand vous regardez par exemple les marchés américains, ou du moins les marchés mûrs occidentaux, américains surtout, et même européens, les rapprochements bancaires, c'est des choses classiques désormais. Donc eux, ils ont 30, 40 ans d'avance, même 50 ans d'avance par rapport à ça. Nous, c'est quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas non plus faire croire que les gens à l'époque, si on revient 40 ans en arrière, un Américain ou un Français, lorsqu'il reprenait la banque, il faisait ça tout seul en fait. Ça demande beaucoup d'argent, il y a beaucoup de risques. Donc moi, ici, je fais un appel, c'est-à-dire que le rôle de toute cette commission, le rôle de toutes ces institutions, justement, n'est-il pas justement d'aider l'entrepreneur, parce que ça reste comme un entrepreneur, c'est-à-dire que Vista Group, donc c'est à la tête, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fondé, mais ne faudrait-il pas l'aider, l'entrepreneur en question, justement, pour qu'on puisse justement faire en sorte que, parce que, une fois encore, on ne peut pas créer la monnaie comme ça, c'est-à-dire que la monnaie, ça ne se crée pas, les capitaux sont ailleurs, c'est difficile du moins de les capter. Donc moi, j'appelle, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, toute la difficulté qu'on a, mais justement, c'est toutes les difficultés de la fusion-acquisition, Adema. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de simple, mais ce que je constate en revanche, et là, au début de ton intervention, tu as évoqué Dangote. Je trouve que c'est ça que je reproche un peu en Afrique, c'est qu'on a souvent cette tendance à ne pas accompagner suffisamment nos entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils font des choses, certes, peut-être pas nécessairement, c'est-à-dire peut-être ils font de manière maladroite, mais je trouve qu'on devrait les accompagner. Et donc là, ici, je lance un appel qu'on puisse accompagner le chef d'entreprise, c'est-à-dire que l'entrepreneur à la tête de Vista Group, pour qu'il puisse reprendre Aura Group. C'est ça en gros la fin. Mais si on ne l'aide pas, on pourra pas y aller. Rivo, accompagner un entrepreneur, oui d'accord, mais est-ce que l'État a le rôle, ou doit jouer ce rôle d'accompagner une banque à se solidifier ou à se mettre en place? Mais bien sûr, c'est ça que je dis en fait à Madigan. Nous sommes sur une activité, c'est activité systémique. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que quand une entreprise industrielle ferme, et elle ferme en fait, mais quand une banque ferme, elle peut entraîner toute ton économie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une activité réglementée. Et c'est tant mieux. Et donc, l'État, justement, son rôle, c'est ça. C'est-à-dire que si l'État veut être vraiment stratégique dans différents pays, nos institutions régionales, nos institutions, qu'on appelle ça, là, intégrées régionales, pour moi, leur rôle, justement, c'est sortir de leur zone de confort en disant comment on va faire pour que ce groupe-là, en fait, puisse prendre cette entreprise-là, forcément avec des ratios, avec des choses, etc. C'est ça qu'ils ont mis. Et que pour que les choses, en fait, puissent bien se passer. Si on ne fait pas ça, il n'y aura jamais rien qui va se faire. Il n'y aura jamais rien qui va se faire. Je dis parce que, contrairement au mythe que, oui, en Occident, ils font ça. Oui, ça fait 40 ans qu'ils font ça. Ils ont des marchés mûrs. Aujourd'hui, quand vous voulez fusionner ou demain, vous voulez acquérir des banques, vous avez des marchés. Chez nous, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que où est-ce que vous allez chercher les capitaux? Et donc, pour répondre clairement à la question à Madjigen, les institutions, même si ce n'est pas leur rôle, ils devraient l'inscrire dans leur agenda. Comment accompagner nos entrepreneurs pour ce type d'opération? Moi, je pense aussi, c'est ça, l'écosystème doit être mûr, l'écosystème financier. Parce qu'il manque dans notre zone suffisamment de fonds, de capital investissement d'une certaine taille. Il manque des fonds de pension qui peuvent accompagner les entrepreneurs. Ils ont refusé pour Arabank à Dama, par exemple. C'est-à-dire que, excuse-moi juste de t'avoir coupé, c'est-à-dire qu'au départ, le deal ECP, pour parler de Arabank, je pense que j'ai lu ici chez vous, c'est-à-dire que le premier deal, c'était que le fonds, c'est-à-dire que la caisse de retraite ivoirienne qui devait reprendre. Mais ils n'ont pas reçu le feu vert de la commission, du moins, qui réglemente en fait, du moins ce type d'acquisition. Alors effectivement, la SEGRAE, qui est la caisse des retraités ivoiriens, des fonctionnaires et autres, n'a pas eu le feu vert. Mais moi, je me réjouis. Encore une fois, l'activité bancaire, elle est risquée. Or, toi, tu gères quand même des pensions de retraite. Donc, tu ne peux pas aussi venir investir dans une banque à la reprise, dans n'importe quelle banque à la reprise. Je suis d'accord. Donc je pense que le régulateur a été bien inspiré de dire attention, vous avez d'abord une première activité. Les fonds de pension qui peuvent aller faire des prises de participation, ce sont les fonds qui ont suffisamment de surface financière, de nature à pouvoir faire des placements sans porter préjudice ou atteinte aux pensions de retraite, à la durabilité et à l'équilibre de la retraite. Par contre, effectivement, il y a eu ce premier volet, ce refus, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La SEGRAE est partie à l'étage supérieur, voilà, et elle est rentrée quand même, mais indirectement.
Donc tout cela montre quand même qu'il y a de vraies batailles autour des banques à reprendre. Ce matin, je pense que c'est dans Financial Afrique, on parlait du Sénégal, où il y a une banque à capitaux publics, la BNDE, qui fait partie des pistes retenues par l'État pour reprendre Société Générale. Là, la question, elle est simple. Cette Société Générale, c'est une grosse banque. C'est quand même pas moins de 350 milliards de francs CFA de fonds propres. Donc, vous voyez, l'équation, elle est là, elle est réelle. Quel homme d'affaires sénégalais, mais d'où l'accompagnement aujourd'hui, c'est-à-dire que... a la capacité. Il y a des consortiums en cours, oui. Il y a quelques ans, qui sont très avancés, des discussions, des montages financiers. Mais là aussi, on se heurte à cette histoire de l'absence de diversification financière dans notre zone. En Côte d'Ivoire, l'État a dit, écoutez, Société Générale, c'est moi, pas un autre. Et l'État est en train justement de mettre en branle ses fonds de pension pour essayer de reprendre Société Générale. Mais moi, il y a quelque chose quand même, je ne peux pas m'empêcher de le dire, cher Amadjiguène, surtout face à Rivo qui, me semble-t-il, incarne plutôt le plus d'État dans l'économie. Je pense que tu es militant, du plus d'État, c'est mieux. Dans une certaine mesure. Donc je voulais juste dire que il ne faut pas que l'État redevienne banquier. Non, je On a vécu la crise des années 80 qui a mené à la dévaluation du franc CFA. C'est parce qu'il y avait trop de banques publiques. Et beaucoup de banques publiques sont parties en faillite. Il faut que l'État fasse en sorte qu'il y ait une bonne régulation bancaire, que les acteurs, chacun joue son rôle et que les citoyens puissent, et les agents économiques, puissent accéder au crédit à de meilleures conditions, que l'économie soit bien financée, qu'il y ait la création d'emplois et en bout de compte, la prospérité économique. Maintenant, si l'État commence à prendre trop de banques, et souvent des casseroles, parce que je peux dire par exemple pour la Côte d'Ivoire, ils ont Versus Bank en vente depuis très longtemps, on n'arrive pas à la vendre. Ils ont la BCC déjà à travers les caisses. Ils ont la BHCI. Donc si à tout ça, je ne veux pas dire à toutes ces si à toutes ces banques, vous voulez encore ajouter Société Générale, on va avoir un pôle public, mais est-ce que ce pôle public sera performant? Oui, mais ta réflexion est intéressante. Donc moi je précise, ma position, effectivement, moi je suis partisan de plus d'État pour réglementer. C'est pas la même chose, c'est-à-dire pas pour l'intervention, mais pour réglementer. C'est-à-dire que ça t'a pas échappé, Adama, que le fait de laisser, c'est-à-dire que ce mythe libéraux, je pense que là tu le revendiques, que les privés vont s'autoréguler. Les privés vont s'autoréguler. Je fais le clerc, cher ami. D'accord, très bien. Que les privés vont s'autoréguler, ça t'a pas échappé que les crises de 2007-2008, c'est justement à cause de ce... C'est-à-dire manque de régulation. Manque de régulation, parce qu'ils ont dit non, laissez-nous faire, nous savons ce que nous faisons, laissez-nous. Et à vouloir de trop laisser faire, on a vu ce qu'il en est. Donc, moi, je suis aligné avec toi sur le fait que l'État du Sénégal ne doit pas finalement reprendre au nom de la BNDE la Société Générale. Sauf s'il y a les capacités. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr, mais vu l'état de la situation, du moins, ça m'a l'air un peu plus compliqué compte tenu du moins des urgences, en tout cas pour parler du Sénégal, du moins ce que nous avons ici. Maintenant, moi, ce que je réclame, c'est plutôt cet accompagnement en fait à Amadjiguène et à Damas. C'est-à-dire que une vue, une vision. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place des choses, comme je l'ai dit, nous avons 40 ans, 45 ans de retard pour tout ce genre de choses. Ça ne va jamais rien se passer. Nous avons quand même des capitaines d'industrie, nous avons quand même des grands entrepreneurs seulement dans nos pays. Aujourd'hui, pour reprendre la Société Générale Sénégal, on n'est pas obligé de faire appel qu'à des Sénégalais. Il y a peut-être des personnes, des Africains, peut-être, je sais pas, des Ougandais, des Malgaches, je sais pas, des Angolais, peu importe. Mais du moment qu'ils partagent la vision, qui peuvent parfaitement mettre leurs capitaux à disposition justement pour contribuer à. Donc, sortant en fait, c'est là où je dis finalement dans cela, sortant, c'est-à-dire que je demande à ce qu'il y ait cette vision prospective parce que sinon, on ne va pas avancer. Et on va tomber, comme Madame l'a bien expliqué, on va toujours se tourner vers le dernier prêteur qui est l'État. Et on pense que l'État va faire, mais l'État en fait, il ne gère pas bien. Adama a donné suffisamment d'exemples d'autres banques, on peut citer aussi d'autres entreprises que l'État gère, d'autres industries que l'État gère. En général, ça tourne en catastrophe. En revanche, j'insiste bien, moi je suis militant, je milite pour que l'État puisse venir encadrer et puisse venir accompagner, mettre à disposition des outils, on vous facilite des choses. Et c'est ça qui manque.
Je trouve que c'est vraiment ça qui manque. D'accord, il y a une législation qui est là, mais on devrait assouplir la législation justement au nom de ce cas-là, parce qu'au nom de l'intérêt général. Parce qu'une fois encore, on a besoin des banques. Ce sont auprès des banques, on demande des crédits. On ne peut pas demander des crédits. Si, on peut demander à la famille, mais on ne peut pas demander, sauf vous avez une grande famille, du moins une famille assez puissante, ouais, on a besoin d'1 milliard pour investir. Combien de personnes a de la famille qui a 1 milliard pour vous donner pour investir? Et si on n'avait pas de famille, il faut bien se tourner vers une structure, et ça s'appelle les banques ou institutions financières. Adama, on voit bien que Rivo insiste sur l'accompagnement de l'État pour aider ces banques à prendre plus d'ampleur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi s'attendre à plus de fusion au niveau de ces banques pour pouvoir reprendre ces actifs-là? Alors, moi, je dirais que aussi loin que remontent mes souvenirs dans la presse économique, que les Africains ont du mal à se mettre ensemble quand même, à fusionner. Il y a les intentions, elles sont belles, souvent bien déclamées, mais quand il s'agit de passer à l'acte, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire, dans l'UEMOA, je pense qu'il y a entre 160 et 180 banques quand même dans la zone UEMOA. Alors, il y a de petites banques, elles font légion. Mais elles refusent mais elles essayent tout le temps, quand on fait des logiques d'augmentation de capital, par appel, par remontée de réserve, par augmentation de capital, elles essayent quand même d'éviter cette fusion. Je pense qu'on est très patrimonialiste en la matière. Mais là, elles n'ont plus le choix, parce que la BCE, c'est pas la première augmentation. C'est pas la première augmentation. Et ça se passe dans le domaine aussi des assurances, puisque en 2016, le régulateur avait aussi multiplié par 5 le capital minimum, en espérant qu'au bout du compte, qu'il y ait plus de fusions-acquisitions. Mais hélas, les fusions-acquisitions sont très rares en intra-Afrique. On a eu par contre un géant qui est né, mais par un long processus, c'est Alliance Sanlam, qui était d'abord, au départ c'était Saham, un groupe marocain qui a repris Colina, et ensuite Saham Colina a été repris par Sanlam Afrique du Sud, et maintenant Sanlam Afrique du Sud et Alliance Allemagne se sont mis ensemble pour créer un géant. Mais ça, on voit bien évidemment qu'on est carrément en dehors de la logique, je dirais, entre guillemets, indigène, africaine. Nous, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans la banque ou bien dans d'autres secteurs, vraiment, les fusions-acquisitions sont très, très, très rares. C'est normal, c'est un marché, comme je disais tout à l'heure à l'entendre de mon propos, c'est un marché qui n'existe pas. Par exemple, ça, c'est pour tous ceux qui font du conseil, comme nous, qui conseillent les entreprises. Voilà, c'est ça, c'est un marché pour nous, en fait, qui n'existe absolument pas. Pourtant, c'est l'avenir. C'est-à-dire que une entreprise, quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas vocation à mourir avec l'entreprise. L'entreprise, si elle grandit, peut-être absorbée, ou du moins vous la vendez en fait à d'autres entrepreneurs, ou du moins à d'autres structures. Et juste en fait pour répondre à Damas sur le fait que tu as évoqué, c'est une réalité, je ne la nie pas, que nous, Africains, nous ne savons pas travailler ensemble. Mais j'insiste juste sur le fait que nous n'avons pas le monopole de ça. Nous sommes patrimonialistes. Non, mais c'est-à-dire que nous n'avons pas le monopole. Parce que quand tu regardes bien les fusions-acquisitions ailleurs, il y a effectivement, ils ont un marché un peu plus mûr, un peu plus profond pour effectuer les fusions-acquisitions, mais il y a beaucoup d'échecs. Pourquoi il y a beaucoup d'échecs? La preuve aussi, donc par A plus B, parce qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble, ou du moins ça ne matche pas. Donc ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, c'est une réalité. Nous ne savons pas encore travailler ensemble. C'est ça, en fait. Moi j'insiste bien sur le encore. Parce que, par exemple, pour la problématique Sénégal, là, donc, on a évoqué là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nos autorités ont pensé justement à ça? Ont-ils pensé à aller faire venir des personnes, du moins des capitaux africains, des capitaux angolais, zimbabwéens, malgaches, comoriens, j'en sais rien, tanzaniens, tout ce que vous voulez, djiboutiens, pour justement venir en fait investir ici au Sénégal. Et pareil chez eux aussi. Hein. Quand on a une difficulté à Madagascar, pense-t-il à faire venir des Sénégalais, des Mauritaniens, des Gambiens, pour justement en fait, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est tout le cheminement qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que je dis que l'État doit être beaucoup plus prospective, elle doit beaucoup plus dans l'accompagnement, ça s'appelle en fait dans l'accompagnement opérationnel de ces deals pour qu'ils puissent se faire, mais pas en tant qu'acteur principal en fait du moins dans la mise en œuvre. Pas en tant qu'actionnaire. Voilà, et non pas, encore moins en tant qu'actionnaire. On préfère l'État stratège à l'État actionnaire. Mais ce que tu dis là, c'est important, Rivo. Est-ce que nous sommes dans des logiques de patriotisme économique à l'échelle
continentale, puisqu'on parle de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Est-ce que nos modèles de champions nationaux qu'on veut créer, c'est des champions nationaux, c'est-à-dire à l'échelle de nos micro-pays, ou bien à l'échelle même régionale, IOMOA, CEDEAO, Union africaine? Ça pourrait être plus large. Mais justement, mais je trouve que, pour répondre à ta question, Dama, je trouve que les banques, ils ont un peu 10 ans d'avance. Parce qu'ils ont fait. Le premier à l'avoir fait, c'est nos amis de EcoBank. C'était les toutes premières banques en fait panafricaines. C'est-à-dire que c'était le tout premier vraiment à s'implanter dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il y a Coris, il y a qu'on appelle ça là, il y a Coris, il y a Orabank, il y a d'autres groupes, etc. Et tout en fait, du moins qui suit l'exemple. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que il faut que nous voyons beaucoup plus large désormais. D'ailleurs, le marché est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenir sur un marché Sénégal où on est 18 millions d'habitants. Ou du moins on se contente du moins sur le marché Côte d'Ivoire 30 millions d'habitants, ou marché Mali on n'est que 20 millions d'habitants, et ainsi de suite. Il faut qu'on voit beaucoup plus large. Mais une fois encore, je le dis, c'est que c'est nouveau pour nous. Comme le monde s'accélère, nous, on est toujours entre la modernité, tradition, on n'arrive pas encore à bien se situer. Le monde va tellement vite. Et il faut qu'on puisse mettre en fait de l'huile dans le moteur pour que tout ça en fait puisse bien, pour que les pistons puissent bien s'enchaîner lorsqu'on démarre, et non pas en fait on met qu'il y a un problème là, comment on fait, etc. Mais il faut que le moteur tourne, parce que quand le moteur tourne, votre voiture avance. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais Adama, par exemple, si les banques, les groupes bancaires africains n'arrivent pas à résorber ces actifs laissés par les banques européennes, est-ce qu'on ne rejoint pas les agences de notation internationales qui s'inquiètent de ces départs et qui pensent que ça pourrait fragiliser le marché bancaire africain? Moi, justement, c'est l'une des grosses inquiétudes. Il y a la dépréciation des actifs, la qualité des actifs. Sur le cas de Ora Group, c'est frappant. Il y a eu déjà des avis très salés des agences de notation. Mais aussi, c'est des avis qui sont à la mesure des immenses pertes accumulées par ce grand groupe bancaire en l'espace de 2 ans. Parce que tout cela, c'est pour dire qu'effectivement, il y a un grand risque du déclassement de l'Afrique à la suite du départ de ces banques. De toute façon, les agences de notation, c'est des agences d'opinion. Elles ne disent pas la vérité, et ce qu'elles disent ne les engage pas. Donc, elles vont continuer à émettre leurs opinions, qui est basée aussi sur du factuel. Et si nous, on laisse trop de banques comme ça en dormance à la recherche d'actionnaires, puisqu'il n'y a pas que Ora, il y a Société Générale, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal et même au Cameroun, où le processus vient d'être interrompu, cherche encore un repreneur sérieux et solide. Au Maroc, Société Générale a été cédée facilement à un grand groupe. C'est le groupe de Moulay Hafid El Alami. Qui est Moulay Hafid El Alami? C'est lui, justement, qui est le fondateur de Saham, qui avait repris Colina. Colina qui avait été repris par les Sud-Africains, et il avait eu, entre ces transactions, $1 milliard de bénéfices. Donc, il a assez de cash pour reprendre Société Générale Maroc. Il l'a fait, comme on dit en mauvais français, fils à la malle, très vite. Et là, ce fameux Moulay Hafid El Alami est un candidat sérieux, selon les rumeurs en tout cas, pour la reprise et de Société Générale Côte d'Ivoire et de Société Générale Sénégal. Mais il semble que la montée des groupes marocains qui a commencé dans les années 2004-2005 gêne aujourd'hui un peu dans la sous-région. C'est-à-dire, on estime qu'il y a trop d'actifs marocains, que le niveau de saturation a été atteint. Est-ce le cas? On ne sait pas, mais en tout cas, moi je dirais que ce qu'on devrait rechercher dans une logique de souveraineté économique, c'est d'avoir des banques solides, bien régulées, bien gérées, qui puissent donner aux Africains des crédits vraiment aux meilleures conditions pour que les entreprises puissent être compétitives, grandir, embaucher encore plus de personnes. Plutôt que de dire, moi, c'est ma banque, je la prends, mais je prends la banque, je la possède et je la déprécie. Parce qu'on voit même sur la place de Dakar, il y a pas mal de banques en souffrance. Il y a de gros passifs qui flottant dans cette zone. Donc il faudrait quand même faire très attention à où on met le curseur entre banques détenues par des locaux et bonnes banques.
Rivo, oui, en fait, partage cette je trouve que le défi de nos banques, en fait, quand je dis tout à l'heure, en fait, quand j'ai donné le taux de bancarisation chez nous, il y a ça aussi. Il y a une réalité. Par exemple, si on compare au Maroc et ici, peut-être que la Société Générale était facilement vendable au Maroc parce que au Maroc, 90%, 95% de la population est bancarisée. Au Sénégal, non, il y a des champions aussi. Ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a que 23%. Donc, ça veut dire que si on a 23%, c'est qu'il y a 73%, c'est-à-dire qu'il y a 77% qui ne le sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, vous avez quasiment les 4/5 de la population qui n'est pas bancarisée. Or, c'est quoi une activité bancaire? C'est d'abord une collecte de dépôt. Oui, c'est ça. C'est ça, ça dit une collecte de dépôt. C'est-à-dire que deux activités principales d'une banque, c'est la collecte de dépôt et puis la création monétaire. C'est ça, en gros, du moins ce qui fait une banque. Donc, si vous n'avez que 23%, le quart de votre population, donc c'est-à-dire que vous avez les 77 autres pourcents, du moins qui passent à côté de vous, votre capacité à donner du crédit, ou du moins à faire du crédit, est beaucoup plus amoindrie. On a les wallets quand même. Oui, mais ça, je mets ça de côté. Ça, je mets ça de côté. Parce que le wallet ne peut pas créer, ils ne peuvent pas collecter, mais c'est juste en fait en termes de transaction. Tu gardes juste l'argent, en fait, c'est comme un porte-monnaie électronique. Bien. Si on étend au wallet, effectivement, là, on arrive à 70%, etc. et tout. Bien. Donc, moi, ce que je dis, c'est que vraiment, c'est continuer à... Il faut qu'on se penche sur la question. Qu'est-ce qu'on en fait des banques? Et ça, je trouve que ça devrait être une vision du moins du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord. C'est un constat. Aujourd'hui, on a deux grands groupes marocains majeurs qui en Afrique, c'est BOA et puis Attijari Wafa Bank. C'est eux qui... Et il y a la banque populaire aussi. Il y a la banque populaire aussi. Voilà, donc ça fait 3 banques quand même. Effectivement, on peut... Objectivement, effectivement, il y a déjà du moins suffisamment d'acteurs marocains. Maintenant, je ne dis pas que du moins les Marocains... Et les banques nigérianes aussi, effectivement. Vous avez UBA, Access... Effectivement, mais je trouve que... Et First Bank. Chaque pays, je trouve, devrait justement se poser cette question-là. Quelle est leur vision de leur économie dans les 10-15 prochaines années? Est-ce que je veux voir, comme par exemple ici au Sénégal, 30 banques, mais dès qu'il y en a un qui part et que du coup on a du mal à le reprendre, ou comme au Maroc, voilà, peut-être une dizaine d'établissements bancaires, mais des vrais établissements bancaires qui sont solides, qui peuvent financer de mal leur économie, à qui leur PME, leurs entrepreneurs peuvent compter pour aller porter le drapeau du pays justement vers d'autres marchés. Ou voilà quoi. En fait, il y a 2 visions et je trouve que cette vision n'est pas là. Donc du coup, comme la vision n'est pas, on tâtonne, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et comme d'habitude, on revient chaque fois à l'État. On dit, l'État, tiens, il n'y a pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais des fois, on peut laisser aussi, en fait. On n'est pas obligé de dire que la banque veut partir. Mais on peut laisser. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de repreneur, et j'insiste vraiment, le fait de pouvoir travailler ensemble, il y a tout un travail de pédagogie à effectuer auprès de nos entrepreneurs en termes d'investissement. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent chez nous. Et les gens pensent que l'investissement, c'est systématiquement 1 milliard. Si aujourd'hui, toi, Madigan, tu as 50 millions, Adama, il y a 100 millions, ou moi, j'ai 10 millions, on peut effectivement potentiellement être actionnaire, du moins d'un investissement. Je ne dis pas nécessairement d'une banque, mais on peut potentiellement être actionnaire en fait. Mais là, c'est le rôle de la bourse des valeurs mobilières. C'est à elle d'agréger, bien sûr, nos épargnes. Donc, il faudrait que peut-être dans ces logiques de sortie des banques occidentales et dans ces logiques de reprise en face, intégrer l'aspect bourse des valeurs mobilières. On a la BVMAC en zone CEMAC, par exemple. On aurait pu, pour la Société Générale Cameroun, ils ne sont pas cotés. Mais justement, c'est un choix. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait ce choix. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi. Mais non. Si tu fais le choix de ne pas être coté, moi, ça va être difficile de reprendre à la bourse. Voilà, effectivement. Et c'est là où j'applaudis des 2 mains à l'État régulateur. C'était à l'État de forcer, par exemple, Société Générale Sénégal à aller en bourse, à permettre aux ménages sénégalais de partager quelques fruits de sa croissance. Tout comme en Côte d'Ivoire, par exemple, comme je dirais que là-bas, peut-être l'État est beaucoup plus porté vers l'économie, Société Générale, elle est cotée. Et c'est d'ailleurs l'une des plus belles actions à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Et on aurait pu vendre 20, 30, 40%. Et beaucoup plus facilement par la bourse et obtenir derrière la garantie de transparence qui s'accompagne avec la cotation en bourse.
Oui, mais il faut encore... Et là, c'est un choix, Adama. Oui, c'est des choix. Non, c'est des choix. On est en train de débattre. Ouais, okay. C'est des choix. Nous avons le beau rôle d'être observateurs. Mais je pense que quand même, dans un pays comme le Sénégal, il faudrait inclure la bourse dans la logique économique, c'est-à-dire dans la vision. Il y a un certain nombre d'actifs que l'État aurait depuis longtemps pu céder pour engranger du cash et en même temps obtenir une garantie de transparence. Parce qu'à la bourse, il n'y a plus de zone d'ombre. On ne peut plus faire quand même des dégâts. Hein, c'est très rare. C'est très rare. Bon, tu parles du scandale Enron, mais il fallait qu'il y ait un Enron pour confirmer la règle. Ouais, mais moi, je prendrais, par exemple, juste pour finir, je prendrais la Sonatel et la Sénélec. Deux entreprises étatiques sénégalaises. Oui. La Sonatel a été introduite en bourse. Très tôt, effectivement. Il ne faut juste pas non plus oublier que les gens ne vont pas à la bourse parce qu'ils pensent pour faciliter la transaction. C'est toute une stratégie parce que quand vous allez à la bourse, en fait, c'est un moyen pour l'entreprise de lever de l'argent. Quand on lève l'argent, en général, c'est pour investir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, mais je suis d'accord, par exemple, sur le fait qu'il faut aussi faire attention parce que à la bourse, ça monte comme ça peut baisser. Donc nous, là, on a tout le monde qui achète, ceux qui font sur le marché dans une perspective haussière, mais il y a davantage de perspectives baissières que de perspectives haussières. Donc il ne faut pas non plus que ça tourne à la catastrophe et que le titre en fait soit attaqué et que le titre est introduit, je sais pas, à 1000 francs CFA et que le truc finisse finalement à 10 francs CFA et que ça pose problème. Donc, mais ce sont des pistes que nous évoquons ensemble sur le fait que il faut que c'est ça que j'appelle accompagnement, une régulation pour anticiper en termes de prospective qu'est-ce qu'on fait. Et une fois encore, on n'invente plus la roue. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites dans d'autres marchés. À nous maintenant, on a suffisamment de recul ces 40 dernières années, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Tout privé n'est pas nécessairement la solution. Tout État n'est pas nécessairement la solution. C'est certainement entre les deux. C'est ce que beaucoup de pays essayent, voilà, plus ou moins avec des réussites, pas bien de réussites. Et à nous, Africains, de trouver également notre voie. Et tout à l'heure, quand tu as évoqué, puis je finis dessus, par rapport aux agences de notation, comme Madame a dit, on ne peut pas empêcher les gens en fait, de donner leur avis. Mais d'où l'intérêt de nous, de la souveraineté, aller jusqu'au bout, d'avoir nos propres agences de notation. Donc les sociétés comme Bluefield, les sociétés comme Mara, etc. et tout. Voilà. Donc les autres, ils émettent leur opinion. Mais nous, on dit finalement que nous, on décide qu'on n'écoute plus Moody's, Fitch, etc. Mais que maintenant, désormais, finalement, que nous, on écoute Bloomfield, par exemple. Ça ne dépend que de nous. Et donc, tu vois, donc il y a tout un ensemble de choses à mettre en place. C'est ça que j'appelle, en fait, l'État accompagnateur. Donc, ça, c'est l'État qui peut dire ça. Écoutez, Fitch peut dire ce qu'il veut, mais pour ce secteur-là, vous écoutez les trucs africains. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est africain, on s'arrange entre nous. Mais eux, ils sont mieux comprendre nos réalités africaines, où est-ce que nous en sommes, et toujours dans cette exigence parce que il faut faire des dividendes. Parce qu'on a toujours dit, on a toujours reproché à ces agences internationales de juger l'Afrique, par exemple, selon les normes qui ne sont pas surtout vraiment les nôtres. Mais pourquoi veux-tu qu'ils fassent autrement? Ils sont américains, tu vois. Ils vont pas s'embêter à comprendre comment ces Sénégalais là font. Là, ils disent non, à partir de leurs normes. Et donc, à nous de nous organiser. Mais Adama, le débat est là. Donc, quelle serait la solution pour les groupes bancaires africains de réussir ce passage de témoin? Alors, moi je dirais... ça, c'est une question qu'il va te falloir à la place de ministre de l'économie. Non, pas du tout. Je vais rester dans la modeste place de l'observateur, et en disant que les groupes africains doivent pleinement profiter de la zone de libre-échange continentale. Donc, les groupes bancaires doivent s'impliquer dans les négociations et faire en sorte qu'une banque burkinabé ne soit pas considérée comme une banque étrangère au Sénégal ou au Gabon. Ça, c'est très important parce que si on veut créer un marché des capitaux profond, suffisamment puissant pour permettre de lever de l'argent et financer les projets d'infrastructure dans nos pays, les infrastructures de base, mais aussi les services de base. Je parle par exemple de la sécurité sociale, ce qui nécessite énormément de capitaux, énormément de structures financières. Il faudrait donc que ces banques puissent aller profiter de l'effet de levier du marché africain qui est un marché de 1,4 milliard. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup de calculs, moi je dirais nationalistes.
Je prends les banques sud-africaines par exemple. La plus grande, c'est Standard Bank avec 170 milliards d'actifs. C'est la plus grande banque en Afrique. De dollars, 170 milliards de dollars. Et bien sûr, en siècle dans le compteur aussi. La Standard Bank, comme toutes les banques sud-africaines, c'est comme si elles se sont passées le mot, on ne dépasse pas la rivière Limpopo. Pour nous, l'Afrique, c'est entre le Limpopo et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique australe. Elles ont du mal à évoluer en Afrique de l'Ouest. Ou bien en Afrique du Nord, elles ne savent même pas. Vous avez les banques marocaines. On les accuse un petit peu d'accompagner les groupes marocains de ne pas financer trop d'économies dans nos zones. Vous avez les banques burkinabées, je dirais essentiellement Coris Bank International. Pourtant, c'est l'une des banques qui participe le plus dans l'économie ivoirienne ou sénégalaise. Mais à l'heure où on doit choisir une banque, par exemple, pour la reprise d'un actif local, on va toujours dire non, il nous faut des Ivoiriens ou des Sénégalais. Je pense qu'on doit sortir de cette logique de nationalisme étroit pour embrasser pleinement la vision de la zone de libre-échange continentale. Rivou, votre solution miracle? Il n'y a pas de solution miracle. C'est ça aussi, peut-être il faut dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices, il n'y a pas de solution miracle en économie. C'est l'ensemble des solutions que vous appliquez pour aboutir à un résultat. Et je pense que la proposition d'Adama, c'est une très belle proposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, enfin ce qu'il a dit, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et je lui dis, on n'est pas encore habitué à travailler ensemble. C'est donc le travail du moins de nos États. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, il y a ce fameux LECAF. Maintenant, c'est devenu une sorte de... notre Bible. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que on n'a encore rien vu, on fait une sorte de... On ne sait pas trop, il y a une sorte d'hydre, il y a les CAF, mais c'est pas encore là, qu'est-ce que ça va devenir, il y a des textes par là, bref. Mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Une fois encore, sur le continent, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, des capitaines d'industrie qui ont réussi, qui ont énormément de cash. Ils ne sont pas habitués à investir, ou du moins, l'environnement économique qu'on leur présente n'est pas nécessairement stable, n'est pas nécessairement, comment dirais-je, prêt à confiance pour qu'ils mettent leur actif ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Dubaï, ils vont en Europe, ils vont à Singapour, ils vont à quelque chose. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en Afrique. Et donc, comment ramener ces gens? Je vous l'accorde volontiers. L'instabilité politique, du moins qu'on a vu là, ou du moins les choses, du moins qui ne favorisent pas le fait que vous soyez en confiance pour mettre votre argent quelque part aussi, c'est une réalité sur ce continent. Mais à nous, justement, tous, pas uniquement les acteurs politiques, mais les acteurs économiques, les jeunes, la société civile, faisons en sorte que, justement, tout ça puisse être stable pour que l'argent, en fait, puisse rester là. Donc, je suis parfaitement en phase avec la proposition d'Adama sur que nous devons apprendre à travailler ensemble et que, pensant justement pour les reprises locales, ça c'est pour nos dirigeants, ils puissent en fait penser beaucoup plus large que nos propres pays. Adama, votre mot de la fin pour conclure ce débat? Pour conclure ce débat, en ce qui me concerne, je dirais qu'il faudrait aussi que nos États, dans leur politique économique, prennent en considération la bourse. La bourse permet de lever beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, que ce soit sur la dette, sur l'equity, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et il est temps que l'État sorte de la logique de l'actionnaire pour céder tous ses actifs, parce que ça va nous éviter les procès qu'on voit un peu partout sur la malgouvernance de telle entreprise ou telle autre, ou bien telle entreprise réclame de l'État de l'aide, des subventions, parce que l'État est un bon régulateur, s'il est sérieux, et l'État, ce qui est sûr, c'est que l'État est toujours mauvais gestionnaire, à mon avis. Donc il faut céder ses actifs, laisser les populations en profiter, être actionnaires, les posséder réellement, encourager la mobilisation de l'épargne populaire à travers la bourse. Merci Adama, merci Rivou de vous être prêté. Oui, bien sûr, si vous avez quelque chose à ajouter. Il est contre la bourse. Non, effectivement, moi je suis d'accord sur, effectivement, il faut qu'on éduque nos populations sur ce type de financement qui est établi déjà depuis du moins encore, on a une génération du moins de retard sur ça, il faut éduquer. Et je rajouterais, pour notre thème, c'est pas parce que la banque Société Générale est partie et que c'est remplacé par une locale que le quotidien de nos entrepreneurs en fait vont changer. Ce que j'attends, c'est
au-delà du changement, il faut qu'il y ait une réalité qui change. Il faut que ces banques puissent financer. Il faut qu'on puisse changer. C'est-à-dire comment faire pour que les PME auront davantage accès au crédit, auront davantage accès en fait à des financements pour qu'ils puissent investir. C'est ça en fait l'enjeu. C'est-à-dire que quand j'ai dit tout à l'heure, le Sénégal 600 milliards ou 1800 milliards, on est à peine, je pense qu'ils ont même gonflé 600 milliards. C'est très très peu. C'est très très peu. Donc bienvenue à ceux qui vont reprendre ces banques-là. Et puis, on fera peut-être une émission d'ici 1 an et puis on va regarder. En tout cas, on aura beaucoup d'autres occasions pour reparler de ce sujet-là parce qu'on voit que ça fait débat, que ce soit les banques qui partent, que ce soit les reprises. Merci Adama d'avoir accepté cette invitation. Merci Rivo de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses de Financial Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Débat. Merci, au revoir.